Bonjour tout le monde, bravo d'avoir gardé un petit moment à 17h30 en fin de journée pour venir à cette conférence. J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence du Cercle, du Centre d'études et de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État, auquel mes collègues et moi appartenons. Et j'avais pris l'initiative de cette conférence compte tenu évidemment de l'actualité constitutionnelle que vous connaissez. Et donc, c'est un plaisir que de pouvoir organiser avec un amphi quasi comble cette conférence, qui est une conférence débat. Donc, on va vous proposer différents points de vue sur les événements constitutionnels. Et puis, à l'issue de ces points de vue qui seront présentés, eh bien, on aura une discussion, bien sûr. Toutes les questions sont possibles. Et on échangera sur votre point de vue, sur nos points de vue, sur l'actualité constitutionnelle. Autour de cette question, le président de la République se souvient-il de son cours de droit constitutionnel? C'est le thème, alors, faussement provocateur que j'ai retenu, mais qui nous permet de couvrir un peu l'intégralité des événements constitutionnels du moment. Alors, avant de commencer la conférence, si vous voulez bien, on va les uns les autres euh, vous exposer notre point de vue, alors qui peut être aussi une posture, hein, c'est-à-dire l'idée c'est d'alimenter une discussion. Et puis une fois que vous aurez entendu en quelques secondes les points de vue des uns et des autres, eh bien on va vous proposer une série de présentations qui vont commencer de la dissolution en allant jusqu'à la composition du gouvernement, en passant par d'autres moments constitutionnels. Et à l'issue de ces différentes présentations, eh bien, nous vous proposerons une séquence de questions. Alors, puisque j'ai le micro, moi, je vais vous dire le point de vue que je vais défendre. Ce sera un petit rapport introductif que je vous proposerai. Selon moi, je pense que si Emmanuel Macron a oublié son cours de droit constitutionnel, c'est seulement quelques chapitres très particuliers du cours de droit constitutionnel, à tout hasard sur la souveraineté du peuple, sur la nature du régime politique peut-être. Mais en revanche, je pense qu'il maîtrise parfaitement son cours de droit constitutionnel et c'est ce qui lui permet peut-être de l'interpréter de manière orientée, de manière très personnelle, tordre le cou parfois à la règle constitutionnelle, d'utiliser la règle constitutionnelle dans une fin qui n'est pas forcément celle pour laquelle elle a été créée. Donc en réalité, je pense qu'Emmanuel Macron est un bon constitutionnaliste. Merci Fabrice. Bonsoir à toutes et à tous. Marie-Claire Pontereau. Pour un certain nombre d'entre vous, je vais vous retrouver au second semestre pour le cours justement sur la Ve République. Donc, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dans une posture, mais dans ce que je vais vous enseigner au second semestre. Emmanuel Macron n'est pas amnésique, il n'a pas oublié son cours, en tout cas, il a sans doute, en revanche, oublié un grand principe du droit constitutionnel, et c'est en particulier donc mon collègue Fabrice Orcobi au premier semestre qui vous en parle, sous une appellation qui est la séparation des pouvoirs, mais je préfère un principe plus direct à partir duquel vous pouvez interpréter toute la Constitution, le principe de limitation du pouvoir. Ce principe-là, il a été oublié par l'actuel président. Pour vous dire la vérité, on aura peut-être le temps d'en reparler. Nos présidents de la Ve République ont oublié ce grand principe. Merci Marie-Claire. Troisième position, celle de Carolina Cerda-Guizot. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, je vais retenir une autre lecture et je vais répondre un peu différemment à la question qui nous a été posée. Je vais apporter une réponse de mon point de vue extrêmement littérale et à la question de savoir si le président de la République se souvient de son cours de droit constitutionnel. Je vais défendre l'idée qu'il ne s'en souvient pas, qu'il ne se souvient de, en tout cas, s'il n'a jamais eu un cours de droit constitutionnel, qu'il se souvient de pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, à mes yeux, se limite essentiellement au titre de la Constitution, mais qu'au-delà de ces 15 articles contenus dans la Constitution, il semble ne pas développer une idée ou une conception de ce qu'est une constitution. Il n'en comprend à mes yeux ni le sens, ni l'utilité, et c'est ce que je vais essayer de vous défendre comme position. Bonsoir à tous, Thomas Accard. Comme tout accusé a droit à la défense, je me chargerai de cette fonction et j'assurerai donc la défense du président avec une bonne dose de mauvaise foi pour
pour dire que non seulement il se souvient de son droit constitutionnel, mais que, pour exagérer encore plus et pour aller encore plus loin, je pense qu'il offre une interprétation véritablement géniale, unique de la Constitution, et qui va même jusqu'à nous instruire sur la véritable nature de la Constitution. Voilà la position que je défendrai au long de cette conférence. Bien, merci. Vous aurez relevé que Thomas Accard prétend au poste de Premier ministre après la prochaine motion de censure qui va renverser le gouvernement de Michel Barnier. Donc, tout est clair, Thomas, on a compris. Voilà à peu près l'échantillon des positions. Et sans plus tarder, on va essayer de vous présenter en une quinzaine de minutes à peu près chacun quelques éléments de réflexion juridique. Et puis ensuite, évidemment, on ouvrira la discussion. Je voudrais commencer donc évidemment par la question de la dissolution. J'ai retrouvé quelques citations. Alors, on va commencer par Éric Ciotti. La dissolution était la seule solution. Il était encore président des Républicains à ce moment-là, je précise. Le président, je cite, prend acte qu'il n'a pas de majorité pour sa politique. C'est le propos de Manon Aubry. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. C'était le propos de Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'a nullement mis son mandat en jeu, il choisit de renvoyer chez eux ce qui avait une légitimité jusqu'à ce soir, c'est le propos de Jean-Luc Mélenchon et le propos enfin de Raphaël Glucksmann qui nous disait « La dissolution de l'Assemblée nationale restera une tâche sur le quinquennat d'Emmanuel Macron ». Et j'aurais pu multiplier encore une fois les citations, elles ont été très nombreuses le jour et le lendemain de cette dissolution du 9 juin 2024 qui restera incontestablement un marqueur du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron et plus largement un marqueur, je crois, du droit constitutionnel de la Ve République, en tous les cas tel qu'entendu par le chef de l'État. Alors, comment on en est arrivé là? Alors, vu le titre que j'avais retenu pour cette conférence, je me suis plongé un peu dans la biographie d'Emmanuel Macron quand même, pour aller vérifier un tout petit peu le CV. Formation notamment de DEA, de Master 2, on dirait aujourd'hui, de philosophie à l'université Paris 10. Et puis, il a ensuite fait ses études à Sciences Po Paris, et puis a intégré l'École nationale d'administration, d'où il est sorti en 2004, promotion Sangor. Bref, on ne peut pas donc soupçonner Emmanuel Macron de ne pas avoir eu de cours de droit constitutionnel, que ce soit à Sciences Po Paris ou que ce soit à l'ENA. Alors même si ce n'était pas le cours de droit constitutionnel L1 série 1 à Bordeaux, même si ce n'était pas le cours de droit constitutionnel de Master 2 droit public approfondi à Bordeaux, néanmoins il a eu un cours de droit constitutionnel et donc on peut se demander effectivement comment il l'utilise. Et c'est la vraie question. Cette question du rapport d'Emmanuel Macron au droit constitutionnel, c'est une question qui avait déjà été posée en 2022 dans un colloque à l'Université du Mans, mais pas tout à fait sous le même angle, puisque l'intitulé du colloque, c'était le droit constitutionnel à l'épreuve d'Emmanuel Macron. Donc l'idée, c'était d'interroger, si vous voulez, l'influence du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le droit constitutionnel. Et aujourd'hui, la question que je pose, c'est plutôt le contraire. C'est Emmanuel Macron à l'épreuve du droit constitutionnel, en tous les cas à l'épreuve de son droit constitutionnel et du droit constitutionnel qu'il crée. Comment parvient-il à utiliser, à transformer, à renverser, à user la règle de droit constitutionnel ou parfois même l'absence de règle de droit constitutionnel, quitte à tordre un peu le cou à cette règle de droit constitutionnel? C'est la question qui se pose. Et les faits d'armes constitutionnels, me semble-t-il, sont nombreux, si je puis dire. Alors, en vrac, multiplication des recours à l'article 49.3, multiplication des dépôts des motions de censure sur le fondement de l'article 49 alinéa 2, usage du droit de dissolution, article 12, élection législative anticipée dans un délai qui n'a jamais été un délai aussi court que celui auquel nous avons été contraints, nomination d'un Premier ministre dans un délai qui n'a jamais été aussi long que celui auquel nous avons été contraints, non-respect de la volonté du suffrage populaire tel qu'exprimé lors de l'élection législative, renvoie au bloc de gauche le soin de, je cite, proposer un nom pour être Premier ministre avec une sorte de lecture renversée de l'article 8 alinéa 1, et ce sous couvert d'une interprétation gaulliste de l'article 5 selon laquelle le chef de l'État est le gardien de la Constitution.
interprétation pour le moins discutable de la notion d'affaires courantes, avec une situation pour le moins iconoclaste de ministres démissionnaires qui retrouvent leur siège à l'Assemblée nationale tout en restant membres d'un gouvernement parce que, me direz-vous, il faut bien, selon la terminologie consacrée, expédier les affaires courantes et ce, en violation du principe d'incompatibilité des mandats et de la séparation des pouvoirs auquel Marie-Claire Pontereau faisait référence. Déclenchement de manière inédite sur le fondement de l'article 68 de la Constitution d'une procédure de destitution du chef de l'État, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit, même si le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de résolution. Bref, je m'arrête là, c'est presque un réquisitoire. Il faut au moins, je pense, savoir gré à ce président de la République d'avoir remis au goût du jour le droit constitutionnel. Au moins, de ce point de vue-là, c'est un avantage. Reste que, comme je le disais tout à l'heure, si Emmanuel Macron a pu volontairement oublier quelques chapitres de son cours de droit constitutionnel, notamment concernant effectivement les questions liées à la souveraineté du peuple, les questions liées au rapport au sein des pouvoirs et particulièrement au sein de l'exécutif, notamment aussi les questions peut-être sur la nature du régime politique, ce qui commence, vous me direz, à faire beaucoup. Le chef de l'État semble au moins se souvenir, me semble-t-il, de manière tout à fait opportune, de ce que lui avait enseigné son professeur de droit constitutionnel à Sciences Po, qui avait repris, comme on le fait toutes et tous, la célèbre formule du général de Gaulle dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, formule selon laquelle une constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique. Je dirais, quitte à en perdre un peu l'esprit de cette constitution et à s'arranger beaucoup avec la pratique. Voilà où on en est. Le jour où tout a basculé, c'est le 9 juin 2024. Il est 21 h, vous êtes toutes et tous devant votre écran de télévision, vous regardez les résultats des élections européennes et là, vous voyez immédiatement après les résultats Emmanuel Macron extrêmement sérieux, assis à son bureau, qui dit la chose suivante dans sa déclaration, je cite, « J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. » Formule extrêmement solennelle par laquelle le chef de l'État renvoie les députés élus au suffrage universel devant le peuple français pour procéder à une nouvelle élection et donc bénéficier derrière d'une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Ce qui pour moi pose deux questions. La première question, c'est la question du cadre juridique de cette dissolution et des libertés prises avec l'esprit de la Constitution. Et la deuxième question, c'est la question des typologies de dissolution et l'arrivée d'une dissolution totalement inclassable, la nouvelle dissolution. Ce n'est pas la dissolution d'Emmanuel Macron, c'est la dissolution selon Emmanuel Macron, et ça fait peut-être une petite nuance. Le cadre juridique de la dissolution d'abord et les libertés qui sont prises avec l'esprit de la Constitution. Bon, la dissolution dans le droit français, vous le savez, c'est à l'article 12 de la Constitution, c'est un pouvoir qui est discrétionnaire du chef de l'État, ce qui autorise le chef de l'État à intervenir à n'importe quel moment, en fait, à tout moment qu'il juge utile, pour renvoyer les députés devant le corps électoral. Alors, à noter que le droit de dissolution est un pouvoir sans contreseing, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, le chef de l'État, d'avoir son décret contresigné du Premier ministre, d'un ministre, en l'occurrence le Premier ministre. Ce sont les fameux pouvoirs propres du chef de l'État, et on parle donc, sous la Ve République, de dissolution royale. C'est tellement royal ou présidentiel que même le Conseil d'État s'est refusé à contrôler la conformité à la loi d'un décret de dissolution. Quant au Conseil constitutionnel, évidemment, ce n'est pas dans son champ de compétences du tout. On est donc dans un acte de haute politique totalement discrétionnaire et l'article 12 de la Constitution, finalement, entoure assez peu de garantie procédurale l'exercice de cette dissolution présidentielle. Elle est tellement présidentielle et elle est tellement discrétionnaire qu'aujourd'hui, à la fois le motif et le moment de la dissolution d'Emmanuel Macron interpellent. Le motif, il est incompréhensible, soyons clairs.
Alors certes, l'article 12 laisse à l'entière appréciation du chef de l'État le soin de choisir pourquoi il veut dissoudre l'Assemblée nationale, mais alors le motif de la dissolution de 2024, il est extrêmement mystérieux. La seule certitude qu'on ait, c'est que c'est un motif lié au désaveu de la majorité présidentielle au moment des élections européennes. Et la volonté d'Emmanuel Macron était à ce moment-là de remédier à la crise de la majorité que connaissait le régime politique français depuis au moins 2 ans par une dissolution, sauf que cette dissolution, plutôt que de résoudre la crise, a aggravé la crise, voire a créé une nouvelle crise et a penché et a fait tomber, j'allais dire, la majorité présidentielle dans une situation de minorité présidentielle. Rappelez-vous la situation. Au premier quinquennat, le chef de l'État, avec La République En Marche, avait 350 sièges à l'Assemblée nationale, majorité absolue. Début du deuxième quinquennat, on est sur une majorité relative à l'Assemblée nationale, 245 sièges sur 577, mais c'était encore une majorité, fût-elle relative. Et alors, au lendemain de la dissolution, renversement total, le parti présidentiel dispose de 178 sièges, devenant en fait un parti d'opposition. Et classiquement, finalement, quand on rentre dans des logiques de cohabitation, le parti présidentiel est le parti d'opposition. Et le chef de l'État devient un chef d'opposition dans une situation de cohabitation que, par un doux euphémisme, le chef de l'État a qualifié de coexistence exigeante avec Michel Barnier. La contrepartie, c'est que Emmanuel Macron se trouve devant un dilemme qui a été maintes fois rappelé par les constitutionnalistes. C'était le dilemme du président MacMahon sous la Troisième République et qui a été parfaitement résumé par Gambetta. Le président de la République, à la suite d'une dissolution, peut se soumettre ou se démettre. C'est-à-dire, soit il accepte le sens du scrutin et du vote, soit il démissionne et il en tire les conséquences. Reste que il ne vous aura pas échappé que le chef de l'État n'a jamais mis sa démission dans la balance, alors même qu'effectivement plusieurs forces politiques appelaient à la démission du chef de l'État et certains même parient sur une démission du chef de l'État avant la fin du quinquennat. Ce qui pose la deuxième sous-question, après le motif qui est incompréhensible, c'est la question du moment, qui me semble totalement improbable, le moment de cette dissolution. Et ça appelle 4 observations rapides. D'abord, comme je vous l'ai dit, en application de l'article 12, le président de la République, il apprécie seul l'opportunité du moment du recours à la dissolution. Alors en l'espèce, on n'a jamais vu une dissolution TGV, quoi. C'est-à-dire que les résultats de l'élection européenne sont prononcés immédiatement après l'annonce des résultats des élections européennes où le Rassemblement national obtient un score inégalé de 31,4, 31,5%, quand la liste présidentielle obtient 14,6% des voix. Emmanuel Macron prend la parole et décide de dissoudre. Alors la question est, quelle urgence? Quelle était la raison de l'immédiateté à annoncer le soir même une dissolution? Surtout qu'en plus, si vous venez de la séquence des événements, Jordan Bardella, fier du score obtenu, avait dit « Il ne reste plus qu'au président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale ». Et 15 minutes après, on a le chef de l'État en majesté qui nous annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, avouez que la concomitance prête quand même à question. C'est, à mon sens, la première fois qu'une situation extranationale induit le déclenchement d'une dissolution, avec ce paradoxe qui est que celui selon lequel Emmanuel Macron n'a eu de cesse pendant la campagne des élections européennes de dire c'est un scrutin européen, il n'y a pas de conséquences nationales, c'est un enjeu européen, n'en tirons pas des conséquences nationales. Résultat, il dissout. Premier moment improbable. Deuxième facteur qui rend le moment improbable, c'est le peu d'encadrement procédural du droit de dissolution. En fait, vous le savez, l'article 12 précise qu'il faut recueillir officiellement, par oral ou par écrit, les avis des 2 présidents de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Alors Emmanuel Macron nous dit dans son allocution présidentielle, je cite, « Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 ». Alors, on veut bien le croire. Sauf que les témoignages qui sont arrivés après et des institutions concernées ont montré que la présidente de l'Assemblée nationale avait été plutôt mise devant le fait accompli plutôt qu'elle n'ait été en réalité consultée en amont. Alors certes, le chef de l'État l'informe, mais sur un plan juridique, l'information, ça n'est pas un avis.
Donc, à la demande de la présidente de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron se retire avec elle quelques minutes et lui dit, voilà, Madame la présidente, je vous informe, enfin, je recueille votre avis, mais enfin, ma décision est prise, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut comprendre que la présidente de l'Assemblée nationale en ait gardé quelques rancœurs. Troisième facteur qui rend ce moment improbable, c'est que la dissolution, tout comme toute dissolution, elle provoque des élections législatives, provoque des élections générales. Et la Constitution prévoit que ces élections interviennent dans un délai qui va de 20 jours à 40 jours au plus tard après le décret de dissolution. En l'espèce, Emmanuel Macron, pour la première fois de manière totalement inédite sous la Ve République, va utiliser le délai constitutionnel le plus court, c'est-à-dire qu'il ne va laisser que 20 jours pour que se déroule le premier tour de l'élection législative, qui va se dérouler le 30 juin, et le deuxième tour se déroulera le 7 juillet. En fait, le chef de l'État a interprété de la manière la plus restrictive qui soit l'option donnée par l'article 12, tout en respectant en fait la fourchette donnée par l'article 12. Donc en ça, c'est vrai qu'il maîtrise son article 12, le chef de l'État. Mais en utilisant un délai extrêmement court, quelle est la conséquence? Impossibilité de faire une véritable campagne électorale, difficulté pour les partis politiques de mobiliser tous les outils de propagande électorale, et puis, évidemment, difficulté de mener un débat contradictoire en 20 jours. Hein. Les partis politiques ont eu à peine le temps de former des coalitions. Bref, c'est l'effet de surprise sur lequel comptait le chef de l'État pour essayer de déstructurer un peu plus le schéma et l'organisation de la vie politique. Reste que quatrième moment qui rend aussi, quatrième paramètre qui rend ce moment improbable, c'est que l'article 12 de la Constitution, vous savez, limite quand même un peu l'hypothèse de la dissolution, alors à des hypothèses, à des cas très spécifiques, puisque le chef de l'État ne peut dissoudre l'Assemblée nationale en période d'intérim présidentiel, c'est-à-dire quand ce n'est plus le chef de l'État qui est en fonction, mais le président du Sénat qui le remplace. Il y a autre chose à faire que de dissoudre l'Assemblée nationale, évidemment, à ce moment-là. De même, impossibilité de dissoudre l'Assemblée nationale en période d'article 16. L'article 16, c'est les pouvoirs exceptionnels. Ça a été utilisé une seule fois par le général de Gaulle en 1961. Là aussi, pour sauvegarder l'intégrité de la nation, il y a des priorités. C'est certainement pas dissoudre, évidemment, l'Assemblée nationale. Et enfin, la troisième hypothèse, qui nous intéresse ici beaucoup plus, c'est l'impossibilité de dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale lorsqu'une précédente dissolution remonte à moins d'un an. Alors ça renvoie à un adage chez les constitutionnalistes qui consiste à dire dissolution sur dissolution ne vaut. Qu'est-ce que ça veut dire dissolution sur dissolution ne vaut? Ça veut dire que quand le chef de l'État a dissous il y a moins d'un an, on respecte la volonté du suffrage et une autre dissolution ne peut intervenir qu'au-delà de cette première année échue. Ça veut donc dire, première observation, qu'Emmanuel Macron, en l'espèce, est coincé, passez-moi l'expression, par la nouvelle composition de l'Assemblée nationale qui résulte de sa dissolution pendant un an minimum. Donc l'interrogation, c'est va-t-il redissoudre en juin 2025? Ce n'est pas la série Netflix, mais presque, quoi. Et on peut continuer jusqu'à la fin du quinquennat, hein, comme ça, sous réserve de dissolution sur dissolution ne vaut. Bonjour l'incertitude et l'instabilité constitutionnelle. Deuxième conséquence, quand même, dissolution sur dissolution ne vaut, ça suppose quand même qu'à partir du moment où le président de la République en appelle au corps électoral, il s'engage par avance à respecter le verdict des urnes. Il s'engage par avance à respecter le sens des élections. C'est le sens de la dissolution présidentielle, qui est une technique de dissolution très différente de celle qu'on a pu connaître au XIXe siècle, qui était ce qu'on appelait les dissolutions à jet continu. Ces dissolutions à jet continu, elles permettaient au chef de l'État, quelque part, de s'ériger en supérieur du suffrage universel, en cassant, ni plus ni moins, la décision du peuple français et en reprovoquant immédiatement une nouvelle dissolution. Là, Emmanuel Macron ne peut pas reprovoquer une nouvelle dissolution, mais en nommant un Premier ministre qui est issu des rangs des Républicains, 39 sièges à l'Assemblée nationale, quatrième groupe derrière les trois autres, on ne peut pas dire que le chef de l'État a tout à fait respecté le sens du suffrage. Jean Gicquel disait, à ce moment-là, le chef de l'État dissout lui-même la volonté du peuple.
C'est un peu, me semble-t-il, ce qui s'est passé. Et c'est ce qui interroge dans un deuxième temps, et c'est par là que je conclus, sur les typologies des dissolutions sous la Ve République et la nouveauté de cette dissolution d'Emmanuel Macron, qui est une dissolution totalement inclassable. Jusqu'à la décision du chef de l'État, la Ve République a connu 5 dissolutions qui, globalement, ont toutes été plutôt analysées comme des dissolutions constitutives de manière de réguler les crises. C'est-à-dire, on dissout l'Assemblée nationale pour surmonter une crise, souvent une crise institutionnelle. Je vais en reparler rapidement. Bref, la dissolution égale résolution des crises, théoriquement. Ça, c'était sans compter sur l'interprétation d'Emmanuel Macron, qui, par un coup de baguette magique, rend l'outil de la dissolution non pas comme un outil de résorption des crises, mais un outil qui va déclencher la crise. Et la dissolution de juin 2024 va rajouter à la crise politique que le chef de l'État voulait corriger une crise institutionnelle et une crise partisane. Plutôt que de résoudre la crise, la dissolution a provoqué la surcrise. Alors, on peut faire une sorte de typologie. Vous savez, les juristes, ils aiment bien essayer de classer un peu les dissolutions, même si elles sont un peu inclassables. Alors, globalement, on s'accorde à peu près tous à dire qu'il y a une première famille de dissolutions qui est la famille des dissolutions servant à arbitrer les crises institutionnelles. C'est en fait l'idée d'une dissolution soupape de sûreté du régime politique. Et quand le chef de l'État convoque la dissolution, cette dissolution fait retomber théoriquement la pression politique. Alors on met pas moins de 4 dissolutions sous cette famille, sur 5, 6 maintenant, ça fait beaucoup. 4 dissolutions, les 2 dissolutions du général de Gaulle, dissolution du 9 octobre 62 et du 30 mai 1968. La dissolution du 9 octobre 62, c'est intéressant parce que c'est une dissolution qui est une réplique au vote d'une motion de censure contre le gouvernement Pompidou. À noter que c'est la seule motion de censure sur le fondement de l'article 49.2 qui a été adoptée sous la Ve République, alors sous réserve de ce qui va se passer avec le gouvernement de Michel Barnier. Mais donc ça, c'est la première dissolution. En réplique à cette motion de censure, le général de Gaulle dit aux députés, très bien, vous avez renversé mon gouvernement, je vous dissous. Dissolution. Et puis la deuxième dissolution du général de Gaulle, c'est le 30 mai 1968. On est dans une crise politique, sociale. C'est les fameux événements de 1968 que vous connaissez. Et pour, entre autres, essayer de surmonter et de donner un nouvel élan, le général de Gaulle dissout. Bien. On essaye de résoudre une crise institutionnelle. 2 autres dissolutions ont contribué aussi à arbitrer une crise institutionnelle. Ce sont les 2 dissolutions de François Mitterrand, le 29 mai 1981 et le 14 mai 1988. Dans les 2 cas, François Mitterrand, président de gauche qui arrive donc au pouvoir, se retrouve confronté à une majorité politique qui n'est pas forcément, qui n'est pas en son soutien, donc il va dissoudre l'Assemblée nationale pour remettre en cohérence la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, et ainsi permettre de mettre en œuvre son programme d'action législative. Donc en fait, dans ces 2 derniers cas, c'est assez cohérent, c'est l'utilisation de la dissolution pour parachever une alternance politique et pour permettre d'accorder la majorité parlementaire à la majorité présidentielle. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel sur la dissolution. Là où ça commence à devenir un peu nébuleux, c'est la deuxième famille de dissolution qui se réduit à une seule dissolution. C'est la dissolution servant à, on va dire, ressourcer une majorité politique. Et c'est la dissolution qui a été l'œuvre de Jacques Chirac, le 21 avril 1997. Alors, on est déjà dans une forme de mystère. Alors, ce n'est pas le mystère macroniste de la dissolution, c'est le mystère chiracien de la dissolution. Parce que, franchement, en 1997, on n'a pas bien compris pourquoi Jacques Chirac avait souhaité dissoudre l'Assemblée nationale, alors même qu'il avait déjà une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, certes, la majorité n'était pas très solide, la majorité n'était pas absolue, et le chef de l'État voulait faire passer un certain nombre de réformes législatives qui nécessitaient une cohésion de la majorité. Bien ou mal inspiré, je ne sais pas, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale le 21 avril 1997. C'était d'ailleurs le préalable à des échéances européennes. C'est assez intéressant de le noter. Emmanuel Macron, c'est postérieur à l'échéance européenne. Chirac, c'est préalable à l'échéance européenne.
Il dissout l'Assemblée nationale, il voulait conforter sa coalition. Résultat des courses, il se retrouve dans une situation de cohabitation. Les Français lui envoient une majorité totalement opposée, une majorité socialiste, qui va inaugurer 5 ans de cohabitation entre 1997 et 2002. C'est la cohabitation la plus longue que la Ve République ait connue. Jacques Chirac a eu un deuxième mandat qui a été un mandat de cohabitation pendant 5 ans, ce qui fera dire d'ailleurs à certains observateurs que son Premier ministre, Lionel Jospin, a au moins réussi à faire un quinquennat pendant sa vie politique. C'était les 50 premiers ministres, puisque vous savez, il s'est présenté à l'élection présidentielle après, et miracle de la cohabitation, c'est Jacques Chirac, de nouveau, qui a été élu, apparaissant comme la force d'alternance, alors même qu'il était jusqu'à présent président de la République. Dissolution de convenance, je ne sais pas, dissolution malencontreuse, assurément, mais certainement moins malencontreuse, et je conclus là que la dernière dissolution, celle d'Emmanuel Macron, la dissolution selon Emmanuel Macron. On l'a dit, c'est la victoire du Rassemblement national aux élections européennes du 9 juin 2024 qui a été la cause immédiate de la dissolution et de la décision de dissoudre. C'est vraiment la première fois qu'un enjeu supranational a une conséquence de cette envergure, hein, provoque un tsunami constitutionnel sur le plan national. Le chef de l'État voulait clarifier le paysage politique, le chef de l'État voulait stabiliser la situation institutionnelle. Résultat, à l'issue de cette dissolution, il déstructure l'Assemblée nationale, qui se trouve composée désormais de 3 blocs, alors pas tout à fait en force égale, mais globalement 3 blocs identiques. La dissolution a en plus engendré une espèce de complexification du paysage politique. Elle a engendré une situation institutionnelle totalement inédite et elle a surtout promu une incompréhension totalement généralisée au sein du peuple français, dans la majorité et au-delà. Un quotidien italien titrait Marie-Claire, après les résultats des élections législatives, ces élections législatives, c'est le chaos sous le ciel de Paris. Le président Larcher, président du Sénat, lui, lançait le président de la République à jouer avec la France. Et moi, j'ajouterais, et il a certainement aussi joué avec la Constitution. Voilà le point de départ à partir duquel maintenant on va voir la suite des événements constitutionnels.